savez, moi, ce qui m'a conduit à écrire mon livre, j'ai commencé à écrire le 24 février, après l'invasion, enfin, l'agression de la Russie. Parce que je me suis dit, mais c'est pas possible qu'on n'ait pas pu empêcher ça. Alors maintenant, on sait qu'il y avait 2 projets de traité qui étaient sur la table en décembre 2021, que l'Occident n'est pas entré en matière, que l'Occident dit mais ça change rien, les Russes n'étaient pas sérieux. Bon, ça c'est un débat qu'il faudra reprendre un jour ou l'autre, peut-être pour les historiens. On a de plusieurs invités qui en ont parlé déjà, effectivement. Ouais, mais vous savez, il nous a fallu 100 ans pour comprendre les causes, la mécanique de la Première Guerre mondiale. Avec ce livre extraordinaire, Les somnambules de Sleepwalkers de Christopher Clark, magnifique bouquin. Donc je ne sais pas quand on connaîtra vraiment toute la mécanique qui a mené à cette guerre d'Ukraine. Mais après, j'ai eu un deuxième coup de sang, peut-être encore plus fort, lorsque l'Occident a tiré la prise aux négociations qui étaient sur le point d'aboutir à un cessez-le-feu, et ça, c'était 6 semaines après. Début avril. Vous participiez à ça, d'ailleurs. Et moi, là, je sais, parce que j'étais là, j'ai même eu des entretiens, parce que les Turcs étaient intéressés de travailler avec nous sur le concept de neutralité pour l'Ukraine. Qui d'ailleurs, c'est peut-être une discussion qui va revenir assez rapidement sur la table. Mais on a l'occasion d'arrêter une guerre. Pour tous ceux qui connaissent un petit peu, mais pas beaucoup, mais un petit peu, c'était clair à ce moment-là que si la guerre continuait, il y aurait une escalade, et les morts se compteraient au moins en dizaines de milliers, plus probablement en centaines de milliers. Et maintenant, on en est là aujourd'hui. Et ces gens sont morts pourquoi? Parce que, pour l'Ukraine, dans le meilleur des cas, à moins que tout d'un coup la Russie s'effondre comme un château de cartes, comme Bachar el-Assad, et son armée soit effondrée comme un château de cartes, mais franchement, ça m'étonnerait. Donc, le meilleur des scénarios pour l'Ukraine, c'est que le conflit s'arrête là où il a commencé, ou disons, où il est maintenant. Je ne suis pas sûr que les Russes soient prêts à ça. J'ai l'impression que les Russes, ils veulent encore pousser leur avantage. Alors, tous ces gens sont morts pourquoi? Et ça m'a vraiment... j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de profondément immoral dans les décisions qui ont été prises à Londres, à Washington, à Kiev. Alors à Moscou, on le savait déjà avant, c'était même illégal. Mais là, il y avait quelque chose d'immoral parce qu'un cessez-le-feu était à portée de main. Et puis, c'est les Américains, avec leurs alliés britanniques, qui ont dit non. Et ça, il y a Lloyd Austin, le secrétaire d'État à la Défense, qu'on peut citer, qu'on peut retrouver, qui a dit quelques jours après, non, c'est trop tôt, il faut d'abord affaiblir la Russie. Alors bon, ils ont peut-être affaibli la Russie, mais ils ont affaibli tout l'Occident en même temps. Enfin, peut-être pas les Américains, mais en tout cas l'Europe. Il y a aussi eu le cas de Boris Johnson, qui était mentionné par le négociateur ukrainien. Oui, alors moi je pense que Boris Johnson, non, m'en souviens, il était là, c'était quoi, le 8 avril, je crois. Mais Boris Johnson, on sait bien qu'il était là en service commandé pour les Américains. Enfin, il ne prend pas ce genre de décision tout seul. Et vous étiez donc à l'intérieur, vous avez vécu de ça de l'intérieur, ce moment-là, ces pressions-là? Donc moi, j'étais à Ankara, et puis il y avait eu un téléphone entre Cassis et le ministre turc des Affaires étrangères, et les Turcs m'ont convoqué une fois pour dire on serait intéressé de discuter avec vous de neutralité, si vous pouviez participer, parce que quand même, vous, la Suisse, vous êtes le modèle, le stéréotype mondial de la neutralité. Je ne sais pas s'il dirait encore la même chose aujourd'hui. En tout cas, à l'époque, ça l'était encore. Oui, ça l'était encore. Pourtant, on avait déjà repris les sanctions. Et puis, on aimerait travailler avec vous sur des modèles de neutralité. Puis on a un peu discuté de modèles de neutralité, puis comment on pourrait mettre ça en route. Puis après, le négociateur en chef m'a dit, je ne suis pas optimiste. Parce qu'il y a certaines grandes puissances qui ont un agenda global, et puis qui ne sont pas pressés de mettre fin à cette guerre. Et puis quelques jours après, il y avait Boris Johnson et les déclarations de Lloyd Austin. Et puis après, voilà quoi. Et avec un engrenage maintenant qui pourrait nous mener au pire. Oui, vous avez raison, parce que
s'ils ont vraiment beaucoup de leurs missiles noisettes... Oreshnik, ouais, ça veut dire noisette. Comme casse-noisette. Ouais, alors ça serait plutôt... Ben, pour répondre à ça, si j'ai bien compris les experts militaires, l'Occident n'a pas beaucoup de solutions. Hein. Les systèmes antimissiles, ça ne marche pas. Les drones, ça ne marche pas. Donc la seule manière de contrer ça, c'est en menaçant d'utiliser des armes encore plus destructives. Or, dans les arsenals occidentaux, l'étape suivante dans l'escalade, c'est des armes nucléaires. Avant, on avait peur que ça soit la Russie qui utilise des armes nucléaires, mais maintenant qu'ils ont leur nouveau missile hypersonique, qui est apparemment inarrêtable, qui a une puissance de destruction qui équivaut à celle d'une petite bombe nucléaire, mais sans l'irradiation et tout ce qui va après. Je veux dire, les Russes n'ont plus besoin d'agiter la menace nucléaire, mais c'est maintenant les Occidentaux. Après, des troupes au sol, ça veut dire que cette fois, ça devient une guerre entre l'OTAN et la Russie. Est-ce qu'on est vraiment prêt à ça ? Parce que si on engage des troupes au sol, enfin, si on ne sera pas la Suisse, mais si je parle les Allemands ou les Français engagent des troupes au sol, je ne pense pas que les Allemands ont changé leur rhétorique. Ça veut dire qu'il y aura des morts, etc. Donc je pense que ça sera une escalade supplémentaire. Non, bon, écoutez, je ne pense pas qu'il y aura des... Voilà. J'imagine pas des développements significatifs avant l'arrivée de Trump. Ce qu'il faudra voir, c'est comment Trump va négocier ça. Il a promis de mettre fin à la guerre en 24 heures. Je pense qu'il exagère beaucoup, hein, parce que le modèle de règlement, parce qui est à peu près toujours basé sur ce qui se négocie à Istanbul il y a bientôt 3 ans, c'est on gèle les fronts, les questions territoriales, Crimée, Donbass, on suspend les négociations, on gèle la discussion pendant 10 à 15 ans, et puis après, on discute de démilitarisation et de choses comme ça. Moi, je ne suis pas tellement sûr, et de neutralité, avec des garanties de sécurité. Moi, je ne suis pas tellement sûr que les Russes soient prêts à des compromis aujourd'hui. Hein. Ce que les Russes veulent, ils l'ont dit très clairement, c'est une Ukraine neutre, démilitarisée et dénazéifiée, ce qui veut dire un changement de gouvernement, en gros. Donc, c'est pas si simple, c'est pas encore demain qu'on aura, malheureusement, une fin à cette guerre.